ce webinaire. Bienvenue à ce deuxième webinaire sur la production énergétique locale. Cette session portera sur la production locale de chaleur. Ce webinaire fait partie d'un cycle qu'Intercommunalité de France organise en partenariat avec Engie. Le premier webinaire a eu lieu mi-octobre sur la production locale d'électricité et vous pouvez retrouver le replay et le support sur notre chaîne YouTube et nous vous enverrons également le lien prochainement. Aujourd'hui, nous allons parler de production locale de chaleur. Le webinaire durera 1h30 et on aura une présentation technique assez courte et bien sûr des temps de retour d'expérience comme la fois précédente et des temps d'échange. Sur le programme un peu plus précis, je commencerai par quelques points de cadrage sur les enjeux et la part de la chaleur, notamment sur la partie renouvelable. Nous aurons ensuite une introduction par Frédéric Léveillé sur les enjeux et la stratégie énergétique de son territoire en terre d'Argentan. Ensuite, un temps de cadrage méthodologique sur les opportunités et outils sur la création de réseaux de chaleur biomasse par Pierre Guyard, directeur des relations institutionnelles chez Engie Solutions. Un retour d'expérience sur la création d'un réseau de chaleur biomasse qui sera présenté par Émilie Rameteau, vice-présidente de Limoges Métropole et Pierre Guyard. Et ensuite, un autre retour d'expérience sur une filière différente, sur la récupération de chaleur fatale, à Frédéric Léveillé. Vous aurez accès au replay et le support sera également disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site Internet. Pour positionner un peu le sujet sur la production de chaleur, vous avez à l'écran un graphique issu d'une étude de Carbone 4. Le cercle extérieur représente la consommation énergétique et le cercle intérieur, la consommation sous forme de chaleur. Ce qui est important de souligner, c'est que 45% de l'énergie finale consommée est sous forme de chaleur en France, en grande partie sur le résidentiel, une partie sur le tertiaire et également dans l'industrie. La chaleur produite en France l'est majoritairement provient majoritairement de sources fossiles à hauteur de 61%. Un enjeu majeur en termes de recours à des sources renouvelables et locales. Le renouvelable ne rend ainsi que 23% de la production de chaleur en France. Vous avez ici une évolution de la production de chaleur renouvelable uniquement et une illustration des différentes filières. Nous allons revenir notamment sur la biomasse. Vous voyez que les chaufferies bois et le chauffage au bois domestique représentent la part principale de la chaleur renouvelable produite en France, suivie des pompes à chaleur puis la géothermie. Donc, sur quelques chiffres clés, je l'ai indiqué tout à l'heure, 45% de l'énergie finale consommée l'est sous forme de chaleur et les besoins se composent pour moitié sur le résidentiel, à 30% dans l'industrie et 20% pour le tertiaire. Les sources sont donc la biomasse en majorité, suivie de la géothermie. C'était quelques chiffres un peu rapides pour positionner un peu le sujet et pour rappeler quand on parle en effet de production énergétique à partir d'énergie renouvelable, le sujet de la chaleur est absolument fondamental. Monsieur Léveillé, je vous laisse parler des enjeux, la stratégie de votre territoire. Merci à vous. Je vais reprendre rapidement quelques éléments. Alors, ceux qui étaient déjà au webinaire précédent auront peut-être déjà un certain nombre de documents que j'avais voulu passer, mais pour qu'on soit au clair. Mais ceux qui n'y étaient pas, comme ça, auront ça en plus. Le premier document, c'est un peu sur une localisation de notre territoire. Je sais pas si, voilà, exactement, ce document-là, hein, qui reprend l'idée, donc on est la première interco de Normandie en transition énergétique, on produit 28% d'énergie renouvelable, hein, et je veux bien préciser, 28% d'énergie renouvelable et 38% d'électricité renouvelable. Hein, on intègre tout, y compris de la production de biogaz, donc voilà, et tout ça est important à prendre en considération. On est sur une intercommunalité Terre d'Argentan, une intercommunalité de environ 34 000 habitants, hein, 715 km², 49 communes. Voilà, on est sur une représentation avec
une ville-centre de près de 14 000 habitants et puis 48 autres communes, la plus petite faisant 58 habitants. Voilà, c'est pour vous donner à peu près l'ordre d'idée et pour voir comment justement on peut essayer d'avancer sur un certain nombre d'éléments concernant ces sujets de chaleur sur les différents lieux. Et j'y insiste sur les écoles, hein, et j'y reviendrai tout à l'heure sur le centre aquatique et sur le reste, puisque c'est important. Deuxième document général, c'est celui qu'on utilise régulièrement, c'est-à-dire une balance énergétique qui avait été construite en 2018, hein, où on observe comment est-ce que sur cette... Alors, il faut rappeler une deuxième fois, je crois, Yann. Voilà, on avait 105 millions d'euros par an qui étaient dépensés. On avait une énergie renouvelable à environ 13,2%. Et aujourd'hui, donc c'est marqué 27, on est même arrivé à 28 hein, aujourd'hui, puisque ça a continué à progresser. Et on le voit avec un enjeu qui est un enjeu de faire évoluer cette part des énergies renouvelables dans notre balance énergétique, de façon à, y compris, diminuer nos dépenses, et en particulier nos dépenses en produits fossiles, hein, puisque pour l'essentiel, on était encore en produits fossiles et on reste encore majoritairement en produits fossiles aujourd'hui. Le mix énergétique de 2023 que vous voyez par la suite, là, hein, donc j'y insiste sur la chaleur bois énergie hein, du réseau de chaleur urbain. Donc il est aujourd'hui, c'est ce que je vais vous présenter, centralisé sur la ville d'Argentan. Ça représente à peu près 10% du mix énergétique sur la ville. On est en train de travailler, de développer l'utilisation de chaleur et de bois énergie sur des petites unités, en particulier dans des écoles. Hein, donc pour l'instant, elles ne sont pas encore comptabilisées, parce qu'on est en train de le faire actuellement. Donc ça va faire monter forcément le pourcentage du mix dans la chaleur bois énergie. Mais là, je vais surtout vous exposer, vous présenter la situation qui existe à Argentan, avec en particulier, alors on peut passer le suivant parce que c'est sur le gaz, et je pense que c'est pas forcément utile pour ce webinaire-là. Et donc on est sur un axe stratégique hein, avec une maîtrise du budget de fonctionnement, des financements de projets qui se sont développés hein, avec des schémas, en particulier des schémas directeurs, un développement d'économie locale par la transition avec une filière bois qui est une filière bois bocagère hein, locale, une petite part de bois d'ailleurs qui arrive des Landes encore aujourd'hui, puisque c'était la solidarité de la tempête. Alors, c'était pas 99, c'était la suivante, mais je me souviens plus l'année. Je sais pas si vous vous rappelez, mais et donc, et vous voyez la logique de la transition avec d'autres aspects liés aux énergies renouvelables, mais j'y reviens pas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet. Sur ce qui concerne la partie de réseau de chaleur urbain. Alors, je vais vous présenter rapidement la façon dont ça s'est structuré. Le réseau de chaleur a été inauguré en 2008. Donc, on était à l'époque sur 6 km de réseau. On est aujourd'hui sur 9. On a une chaudière bois de 7,5 MW qui, à l'origine, irriguait l'équivalent de 2000 logements. Aujourd'hui, on est à l'équivalent de 3000 logements. En fait, pour être plus précis, ce sont 2029 logements qui sont équipés, avec en revanche un équipement aussi sur le réseau de chaleur pour des bâtiments publics. Parmi ces bâtiments publics, évidemment, il y a la mairie, il y a les annexes de la mairie, mais il y a aussi l'hôpital de la ville, et c'est évidemment un gros consommateur. Il y a le centre aquatique qui est sur la ville, ce qui fait que ça nous a posé moins de difficultés l'année dernière quand il y a eu une augmentation, enfin 2022 quand il y a eu une augmentation des dépenses énergétiques, puisque nous on était sur un réseau de chaleur. Et on continue à développer ce réseau de chaleur aujourd'hui, puisque en mars-avril prochain, on irriguera une salle de sport supplémentaire, ce qui nous permet là aussi de faire des économies d'échelle et de pouvoir réussir à irriguer l'ensemble du réseau sur la ville.
Même chose, on est dans la perspective d'une construction d'une nouvelle école, et cette nouvelle école sera sur le réseau de chaleur bois, elle aussi. Donc là, on le voit bien, on est sur un principe hein, avec une déclinaison. On a aujourd'hui 49 sous-stations, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont équipés avec ce réseau de chaleur qui s'est étendu. Et puis, on est aujourd'hui avec une évolution de l'organisation et de la mixité du réseau de chaleur, puisqu'on est largement, évidemment, avec du bois, puisqu'on est à plus de 65% d'utilisation de bois, mais on a une part de gaz, en particulier pour les périodes hivernales, puisqu'il faut aider et assurer la puissance de la chaleur. Et donc, on est à 13% de gaz à peu près. C'est ce qui d'ailleurs a eu un impact sur l'augmentation du prix pour les bénéficiaires, puisque la situation du bois faisait qu'on était à peu près à un niveau stable depuis 2008. Et donc, on n'avait pas d'augmentation. Hein. Et à l'époque où on l'a sorti en 2008, on a baissé les factures, en particulier dans les logements sociaux qui sont équipés, de 17%. Voilà, donc c'était important à avoir ça en tête. Et aujourd'hui, on a donc 13% de gaz, mais on a aussi intégré, donc je crois que c'était en 2018 ou 2019, j'ai oublié, de la cogénération, et on a de la cogénération pour 22% dans le mix, je dirais, de notre réseau de chaleur. Bref, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir assurer avec ce réseau de chaleur qui s'équipe et qui utilise du bois qui est environ autour de 80 km d'Argentan, entre 50 et 80 km, excepté la part solidaire nationale avec les Landes, mais qui a tendance plutôt à s'amenuiser. Et on est aujourd'hui en train de travailler aussi avec une stratégie encore plus locale sur du bois de haie qu'on voit pour décliner ça sur d'autres types de chaufferies bois qu'on peut avoir de façon plus modeste, en particulier dans des écoles ou éventuellement sur une commune de l'intercommunalité équiper un collège et peut-être et vraisemblablement une maison de retraite. Voilà, donc on a une organisation, une structuration qui nous permet de pouvoir le faire. On est en Normandie, on est dans l'Orne, donc on a une filière bois bocagère qui est structurée et on a accès à du bois de proximité. Je voulais juste rappeler un élément que je n'ai pas cité depuis le départ, c'est que depuis 2008, donc on est sur une délégation de service public concernant ce réseau de chaleur et la chaufferie bois avec Dalkia, hein, et renouvelé depuis, et avec un retour évidemment annuel sur l'évolution et la structuration même de ce réseau de chaleur. Voilà, j'ai essayé d'être le plus simple, le plus court, le plus précis. Peut-être qu'il manque des éléments, mais je reste à votre disposition avec Didier Bouvet qui m'accompagne, qui est encore bien meilleur que moi en matière technique et qui pourra éventuellement vous apporter des éléments de réponse si vous avez des questions. Parfait. Merci beaucoup pour cette introduction, ce cadrage sur la stratégie que vous portez. Euh, N'hésitez pas à partager également vos questions dans l'onglet questions-réponses en bas. Vous pouvez les indiquer par écrit. On prendra en tous les cas des questions à l'oral également et plusieurs temps d'échange sont prévus tout au cours du webinaire. Je vous propose de passer désormais à un temps plus méthodologique par Pierre Guyard sur les outils et opportunités pour la création de réseaux de chaleur en biomasse. Bonjour et bonjour à toutes et à tous. Merci Oriane pour cette introduction. Merci Monsieur le Président pour le bel exemple que vous nous avez présenté pour Terre d'Argentan. Et bonjour à la vice-présidente Émilie que je vois apparaître sur le message. Donc effectivement, moi je vais juste tracer. C'est vous qui présentez les slides, Oriane, je crois, ou le Vous pouvez PDF, les vous voulez que je le partage partager, vous pouvez les partager directement, ce sera peut-être plus Ah, donc, ce sera, voilà. fait Tac. pour vous. Mettre Et en c'est plein en train d'arriver. écran. C'est bon. C'est bon? Il reste juste à passer en diaporama. Voilà. Donc effectivement, la chaleur urbaine, c'est une vraie nécessité, vous l'avez dit, Oriane, par rapport aux besoins thermiques, puisque la chaleur représente en consommation d'énergie presque 50% de ce que nous faisons dans le beau territoire national, et qu'effectivement, dans cette chaleur, indépendamment de l'émission de CO2, c'est une grosse partie de la consommation d'énergie fossile
qui est générée par cette chaleur. Donc il y a un enjeu véritable d'avoir pour objectif de verdir cette consommation d'énergie, à la fois bien sûr essayer de la faire baisser, ça c'est tout le travail sur l'efficacité énergétique des bâtiments, mais comme on sait tous qu'il restera de la chaleur à produire et à consommer pour à la fois chauffer, réaliser de l'eau chaude sanitaire et pour les acteurs industriels, effectivement le fait de mettre en œuvre des réseaux de chaleur prend tout son sens. Alors, la préservation de l'environnement, c'est un combat que nous devons tous mener. Et quand je dis tous, c'est bien sûr les territoires. Et dans les territoires, il y a, monsieur le maire l'a dit, les résidences, les bâtiments publics. Il y a les acteurs industriels qui aujourd'hui nous sollicitent très fortement pour effectivement les aider à décarboner leur mix énergétique. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, c'est bien les élus qui doivent porter quelque part l'évolution de cet outil qui est le réseau de chaleur, parce que c'est de leur responsabilité en termes d'aménagement du territoire, en termes de répondre aux besoins des uns et des autres, et effectivement, quels que soient ces besoins. Alors, par ailleurs, effectivement, l'attractivité d'un territoire passe aussi par cette décarbonation, hein, sur le fait d'attirer et des nouveaux habitants et de nouveaux acteurs industriels ou tertiaires. Et l'idée de ces réseaux de chaleur, c'est d'essayer ensemble de verdir les infrastructures, donc de concentrer, je vais revenir après sur les aspects un peu plus techniques du réseau, mais de concentrer la production et de distribuer de l'eau ou de la vapeur, qui sont par essence des fluides qui n'émettent pas localement et de façon très proche des particules ou des émissions, et donc effectivement qui alimentent la totalité. Cette réalité, en ce qui concerne Engie Solutions, nous essayons de la porter pour la chaleur et également pour la mobilité, mais comme les exemples donnés par Monsieur le Président, effectivement, ce n'est pas le sujet du jour. Alors, la chaleur, je vais aussi un peu parler du froid urbain parce qu'on se rend compte aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, du fait, une des conséquences du réchauffement climatique, c'est le besoin de rafraîchissement. Je n'ai pas dit de climatisation, mais de rafraîchissement devient de plus en plus important et que le confort d'hiver doit être complété dans nos territoires par le confort d'été. Et le réseau de froid urbain va prendre petit à petit également toute sa place. Alors, un réseau de chaleur, c'est quoi? Monsieur le Président en a bien parlé. C'est effectivement concentré dans un endroit, voire dans plusieurs endroits de la production d'énergie. Donc ça peut être par des chaufferies, plus ou moins importantes en fonction des territoires qu'on agrège. Ça peut être par de la chaleur de récupération, je crois qu'on y reviendra à la fin, effectivement. Ça peut être par de la géothermie. Et là aussi, beaucoup de territoires dans notre beau pays ont des nappes disponibles qui permettront de faire soit de la chaleur, soit d'ailleurs du froid. Et ça peut être aussi par d'eau. Voilà, là, quand on parle de biomasse, bien sûr, on pense au bois, mais il y a également d'autres types de biomasse qui sont disponibles et nécessaires. Et on en a aussi un peu parlé rapidement, le biogaz, bien sûr, qui peut compléter le mix énergétique de nos installations de production. Et ensuite, une fois la production faite, on la distribue sur un territoire. Donc, ça passe par des canalisations qui vont irriguer effectivement tout type de bâtiments, les bâtiments tertiaires, les bâtiments résidentiels, les bâtiments publics de toutes les collectivités, hein, les écoles pour les mairies, les collèges pour le département, les lycées pour les régions et tous les bâtiments d'État qui peuvent exister aussi, les hôpitaux, les maisons de retraite, les crèches, etc., etc. L'important, effectivement, c'est que aujourd'hui le résidentiel individuel génère beaucoup de consommation d'énergie fossile. Donc là, on en a un peu parlé, c'est de l'importation d'énergie qui nous coûte cher et qui déstabilise effectivement l'économie française globalement. C'est beaucoup d'émissions particulières et d'émissions de CO2 parce que les installations que nous mettons en œuvre dans les réseaux de chaleur sont bien plus performantes que les installations individuelles qui existent chez les uns et chez les autres. Et quand je dis ça, à la fois chez les industriels et dans les bâtiments résidentiels. Et donc, effectivement, l'intérêt de ce réseau de chaleur, c'est de concentrer la production avec toutes les normes, et croyez-moi, il y en a, qui nous imposent effectivement et une qualité en termes de rendement et une qualité en termes de combustion. Hein. Tout est filtré, tout est suivi, géré, les informations ont lieu, on négocie avec la collectivité, bien évidemment, Monsieur le Président l'a rappelé, il y a un rapport qui est fait quasi quotidien, quasi avec des étapes par mois et une étape annuelle très importante pour rendre compte de ce que nous faisons. Mais voilà, toutes les qualités nécessaires pour la production sont mises en œuvre et ensuite on distribue cette eau chaude et pour les réseaux de froid, cette eau rafraîchie pour effectivement donner le juste besoin à chacun des bâtiments qui sera raccordé. Donc
le point de livraison, c'est les sous-stations dont parlait Monsieur le Président, qui effectivement sont la partie horizontale. Et puis ensuite, dans l'immeuble, eh bien, on va monter dans les différents appartements ou dans les différentes salles qui existent effectivement dans le réseau. Voilà. Alors, la ressource idéale, eh ben, je le dirais, c'est la chance de ces réseaux de chaleur, c'est qu'elle dépend vraiment de vos territoires. C'est-à-dire que partout en France, on a un accès possible à la biomasse. C'est un peu plus compliqué en région parisienne, mais là aussi, on y arrive. Dans de très nombreuses régions, on a accès, j'en parlais tout à l'heure, à de la géothermie, hein, notamment en Île-de-France, notamment en Aquitaine, notamment en Alsace. Aujourd'hui, on développe, sachez-le, dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France, des capacités de géothermie qui sont très importantes également. Il y en a dans le Massif central, il y en a également dans le sud de la France. Donc voilà, on arrive aujourd'hui à avoir de la géothermie partout. De la chaleur de récupération, eh bien là, je suis en train de travailler sur un dossier dans le Nord où on travaille avec des acteurs industriels qui surproduisent de l'énergie par rapport à leurs propres besoins. On pourrait donc récupérer et insérer dans un réseau de chaleur le gaz naturel, plutôt du biogaz bien évidemment, c'est pour ça que c'est plutôt du biométhane quand on peut en faire. Les UVE, c'est les unités de valorisation énergétique, c'est toutes les centrales dans lesquelles vos territoires gèrent les déchets et qui effectivement en partie peuvent faire de l'électricité bien sûr avec la chaleur diffusée, enfin liées au traitement des déchets, mais également, bien sûr, irriguer un territoire par la chaleur qui serait récupérée à la sortie des fours de traitement des déchets. L'aquathermie, ça c'est tout le travail qu'on peut faire sur les zones côtières, notamment avec la thalassothermie ou des nappes chaudes qui existent et qui effleurent dans certains territoires. Là, effectivement, on a aujourd'hui beaucoup de projets de thalassothermie. On vient d'en gagner un à Cannes, il y en a à Agde, il y en a bien sûr à Marseille. D'autres territoires nous sollicitent également, donc on le regarde. Et là aussi, comme la biomasse, j'allais dire, le solaire thermique qui peut compléter efficacement également un mix énergétique local et territorial. Alors, les réseaux de froid, c'est en parallèle effectivement des réseaux de chaud. Aujourd'hui, le problème, la contrainte de rafraîchissement existe, hein, je parle sous contrainte de Madame Raboteau et de Monsieur Léveillé. Typiquement, par exemple, les maisons de retraite doivent être en partie rafraîchies. Et si on peut éviter des climatiseurs individuels, eh bien effectivement, alors le réseau de froid suppose une densité de besoins relativement fort parce que un réseau de froid, par essence, va être plus gros en tube pour une même puissance. Et donc, on travaille là vraiment avec... nous, on est sollicité aujourd'hui par les acteurs du tertiaire, hein, dans les villes dans lesquelles il y en a effectivement un certain nombre, pour développer ces réseaux de froid afin d'éviter que chaque immeuble ait ses tours aéro-réfrigérantes en terrasse. Et donc, là aussi, on recherche avec de l'aquathermie, de la géothermie basse température, on peut faire du froid avec du chaud, sachez-le également, hein, donc un industriel qui a de la chaleur de récupération pourrait nous permettre, avec des groupes frigorifiques particuliers, de créer de rafraîchissement. Et on peut le faire également avec de l'eau usée dans les STEP, vos stations de traitement des eaux usées, peuvent permettre de faire du chaud avec des pompes à chaleur, mais également du froid avec des pompes à thermofrigorifique. Voilà, donc pour résumer, effectivement, des bénéfices pour les citoyens, Monsieur le Président l'a dit, c'est une relative stabilité des prix parce qu'on est sur un mix énergétique, et notamment avec la biomasse et la géothermie, qui évolue relativement peu, hein, il y a un peu de salaire, il y a un peu de traitement, mais effectivement, c'est des choses qu'on connaît bien. C'est un réseau de chaleur, on a nous, dans le cadre de DSP, mais ça existe en régie, ça existe dans les différents modes contractuels, une obligation de service 24 heures sur 24, donc avec capacité de gérer effectivement l'appoint secours, hein, notamment grâce au gaz. C'est la suppression de cheminées partout sur les immeubles, puisque effectivement on concentre sur une seule chaufferie la production. Et c'est la sécurisation des équipements, parce que souvent on double les installations pour éviter tout problème. La réduction de la consommation énergétique, hein, alors ça dépend, le chiffre est ambitieux, mais on constate très clairement que par rapport à une production individuelle, on améliore de 20, 30, 40% l'efficacité énergétique. Tout ça en intégrant la partie qu'on peut perdre un peu avec les tubes mais comme ils sont très bien isolés aujourd'hui et tout à fait bien posés, on a des pertes thermiques en distribution, hein, sauf sur des réseaux très très longs, qui sont relativement faibles, de l'ordre de quelques pourcents. L'amélioration de l'attractivité immobilière, là c'est lié aussi à cette capacité à enlever des chaufferies
dans chacun des immeubles, ça donne de la surface supplémentaire. C'est encore plus vrai pour les réseaux de froid, puisque là, vous récupérez, et beaucoup d'immeubles à Paris actuellement sont très contents d'avoir un réseau qui s'appelle Fraîcheur de Paris, parce qu'ils récupèrent les terrasses pour faire des rooftops et d'autres activités intéressantes dans les hauts d'immeubles. Les bénéfices pour l'environnement, eh bien, c'est l'amélioration de la qualité de l'air, hein, puisqu'on évite ces consommations et ces combustions de proximité. C'est la réduction de plus de 50% des émissions de CO2, la diminution des risques sanitaires, puisqu'on va distribuer de l'eau et non plus du gaz ou de l'électricité et du fioul. C'est une baisse de la consommation d'électricité également, puisqu'on concentre notamment la distribution d'eau sur un point donné. Et pour les réseaux de froid, c'est la réduction des phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Alors, je voulais finir en présentant des partenariats avec les territoires parce que dans ces territoires, on a à la fois des réseaux qui sont liés à des villes, mais également et de plus en plus des réseaux qui sont liés à des intercommunalités. Alors, ça suppose effectivement une concentration et des proximités de villes et de villages relativement denses, et ça existe, notamment bien sûr en Île-de-France, puisque là, vous voyez donc les différents types d'énergie que vous avez dans la partie basse, donc biomasse, gaz naturel, cogénération, géothermie, récupération d'eau usée, réseau de froid ou récupération sur des usines d'incinération. Vous voyez, toutes les couleurs sont disponibles dans ces différentes villes. Et typiquement, donc je parlais de réseaux intercommunaux. Il y a le numéro 2, là, qui est Arcueil-Gentilly, hein, qui fédère ces deux villes. Il y a le 3, où c'est Plaine Commune, au nord de Paris, qui effectivement nous a demandé d'étendre un réseau qui était parti au départ de Saint-Denis. C'est le réseau 6 qui alimente les villes de Carrières-sur-Seine, Chatou, Houille, Montesson, grâce à une UVE qui est située sur une de ces 4 communes. C'est Choisy-le-Roi et Vitry-sur-Seine, hein, moi qui suis Val-de-Mornay, c'est des voisins, et donc là aussi qui ont fédéré leur ambition commune. C'est d'autres réseaux. Alors, vous voyez qu'en Île-de-France, on a donc la chance d'avoir pas mal de géothermie, hein. On en voit à la ZAC Sainte-Geneviève. On en a, et là, mon slide n'est pas complètement à jour, mais pour la petite histoire, on a fait à Vélizy, Villacoublay, à Meudon aujourd'hui, au Chesnay demain, des transformations de chaufferie gaz en les passant en géothermie, puisque la nappe permettait de le faire. Et là, on a utilisé, pour parler des modèles contractuels, une SAS-ENR, donc la capacité pour un acteur industriel et pour une ville ou une intercommunalité de se fédérer ensemble afin de produire de l'énergie renouvelable. Ça a permis d'accélérer très clairement la mise en œuvre de cette solution. Et donc là aussi, dans les montages, la SAS-ENR est un nouvel outil à disposition des collectivités pour passer aux actes. Et voilà, ça me paraissait important d'en parler. Dans l'Ouest, cher à Monsieur Léveillé, eh bien, vous voyez là aussi tous les réseaux de chaleur qui sont aujourd'hui existants. Alors, parmi les plus gros, il y a Nantes, qui a à la fois de la récupération d'énergie sur une UVE et une très grosse chaufferie biomasse. Nous avons la même chose à Angers, avec un peu de cogénération. Rennes-Nord également, là où il y a à la fois de la cogénération biomasse qui fait l'électricité, mais qui alimente aussi le gros réseau de chaleur sud de Nantes, et au nord de Rennes, pardon, et au nord de Rennes, c'est plutôt l'UVE qui est en avant. Voilà, donc un autre réseau intercommunal, c'est les réseaux de Saint-Pierre-des-Corps et de Tours-Sud, hein, le 5 et le 11, qui sont là aussi portés par Tours Métropole et non pas par chacune des villes. D'autres exemples, Maromme, Châteaudun, voilà, beaucoup de biomasse évidemment, Blois, hein, qui est pas très loin un peu plus au sud effectivement par rapport à Argentan. Voilà, donc des réseaux, il y en a de toutes les formes. Alors beaucoup sont sous la forme de délégations de services publics, hein, des concessions de travaux dans lesquelles on nous demande d'assurer les investissements, enfin le montage, les investissements, le financement, la réalisation bien évidemment, et la gestion et maintenance et la distribution d'énergie pendant une certaine durée, ce qui peut aller en fonction des primo-investissements d'une quinzaine d'années jusqu'à 20 ans, voire dépasser les 20 ans. Hein. J'ai quelques contrats en tête, Limaï-Brévannes par exemple, avec un très bel réseau de chaleur qui a généré tout un tas d'énergie renouvelable qui a été autorisé par le préfet à aller jusqu'à 30 ans. Donc, vous voyez, là aussi, c'est des négociations à faire, mais tous les exemples existent. On en a également dans l'Est de la France, hein, avec un beau sujet
encore un autre exemple de montage contractuel à Amiens. Là, c'est une CEMOP, donc qui a fédéré et la collectivité et NJ Solutions. Et ce réseau est un peu particulier parce qu'en fait, ce sont plusieurs réseaux qui se sont agrégés dans la CEMOP. Et là, on a à la fois de la biomasse, de la récupération sur une unité de traitement des ordures ménagères, de la récupération de chaleur sur une steppe, puisqu'ils ont une très grosse steppe au niveau de l'agglomération. Eh bien, avec une pompe à chaleur, on alimente plus de 2000 logements sur un quartier avec du complément en gaz. Mais voilà, là aussi, une mixité de solutions énergétiques sur un même territoire et un partenariat public-privé par une CEMOP qui, aujourd'hui, porte tout l'intérêt de la collectivité et de nous, bien évidemment. Voilà, pour finir, quelques exemples dans le sud, et je ne peux pas m'empêcher de parler de Marseille, donc avec cette fameuse thalassothermie qui, sur Euromed, pour celles et ceux qui auraient pu visiter ce nouveau quartier de Marseille à côté du port, eh bien là, c'est plus de 500 000 mètres carrés que nous alimentons avec cette thalassothermie qui s'appelle Tassalia, donc qui pompe de l'eau dans le port de Marseille pour faire avec des thermofrigopompes de la chaleur et du froid pour alimenter des bureaux, des appartements, des bâtiments publics, hein. L'hôtel de la région a été raccordé il n'y a pas très longtemps. Donc, vous voyez une dynamique effectivement territoriale et pour pousser le bouchon, puisque les thermofrigopompes consomment beaucoup d'électricité, eh bien, on a installé en accord avec le centre commercial qui est juste à côté, effectivement des panneaux photovoltaïques de façon très conséquente pour alimenter nos pompes et éviter effectivement de surconsommer de l'énergie électrique qui viendrait d'ailleurs. Voilà, donc je ne vais pas multiplier les exemples, mais vous voyez, des montages contractuels possibles, la concession délégation de services publics, bien sûr, les SAS-ENR pour accélérer l'enjeu de la production avant la distribution, des CEMOP possibles aujourd'hui, avec l'exemple d'Amiens, d'autres exemples ont eu lieu depuis en France, mais nous étions les premiers. Voilà, donc les possibilités existent, la volonté politique est là, hein, je n'ai pas parlé des financements, mais vous y reviendrez peut-être. Mais aujourd'hui, entre le fonds chaleur que l'État et que le gouvernement a confirmé pour l'exercice 2024 de façon très conséquente, les certificats d'économie d'énergie qui permettent, notamment aux copropriétés qui nous sollicitent fortement aujourd'hui, de se raccorder dans des conditions financières intéressantes et pour des territoires très spécifiques, les fonds européens qui sont là aussi disponibles. Voilà, j'en dirai pas plus, mais bien sûr, je reste à disposition et je vais laisser Madame Raboteau présenter le très bel exemple de Limoges, puisque nous avons là aussi renégocié un contrat, un réseau de chaleur qui avait ses spécificités, mais qui va évoluer très conséquemment suite à cette renégociation. Alors, on peut passer au retour d'expérience, en effet, présenté par Madame la vice-présidente. Et ensuite, on pourra prendre un temps de questions euh, à l'entendre de nos intervenants. Madame Raboteau, c'est à vous. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est Parfait. impeccable. Bon, parce que j'avais des petits soucis de micro, mais j'ai enlevé le casque, donc ça devrait le faire. Par contre, moi, je n'ai pas de beau PowerPoint, hein. Vous n'aurez que le son de ma voix, vous serez donc obligé de m'écouter. Madame Rabetot, donc moi je suis maire de Condat-sur-Vienne, qui est une commune de la communauté urbaine de Limoges Métropole. Donc je suis la vice-présidente en charge notamment de la transition énergétique. Par rapport à notre territoire, donc communauté urbaine de Limoges, on a un peu plus de 200 000 habitants, on a 20 communes et donc une ville-centre, Limoges, avec 120 000 habitants. Voilà un petit peu pour le territoire, donc on va dire au centre de la France, pas loin, tout du moins à 2h30 de la côte, à 2h30 des premières montagnes, plutôt bien placé. Euh, donc, communauté urbaine, passage en communauté urbaine en 2019, maintenant. Et donc, avant, on était communauté d'agglomération. Vous me direz, qu'est-ce que ça change? Ce que ça change sur papier, c'est qu'effectivement, la compétence transition énergétique nous a de fait été confiée et on a créé, donc, suite aux dernières élections, une direction de l'énergie et du climat à la communauté urbaine qui n'existait pas précédemment. Limoges, territoire de réseau de chaleur, puisque historiquement nous avions, et nous avons toujours d'ailleurs, deux gros réseaux de chaleur. Donc un réseau de chaleur qu'on
appelle le réseau de chaleur de Beaubreuil. Pour le moment, il n'y a pas de marque, mais on travaille aussi autour du développement d'une marque spécifique réseau de chaleur pour la communauté urbaine. Donc, les réseaux de chaleur de Beaubreuil, donc biomasse, et puis le réseau de chaleur Val-de-Laurence, où on était sur notre centrale énergie-déchets, donc unité de valorisation énergétique. On a ces deux réseaux qui ont été interconnectés en 2022 et qui ne font plus qu'un, avec un petit bout de réseau de centre-ville avec seulement 400 logements. Mais en tout cas, pour dire qu'historiquement, on a 30 km de réseau à peu près et 18 000 équivalents logements qui étaient raccordés à des réseaux de chaleur. Donc, l'idée, c'était bien sûr de développer cet outil ça a été dit, mais je le rappelle, qui, en termes de développement durable, coche plus que toutes les cases, hein, puisque bon, au niveau environnemental, effectivement, on va décarboner le territoire, on va sortir des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau social, on garantit une stabilité des coûts et des prix aux usagers. Et compte tenu de la situation récente, nos abonnés à notre réseau ont été très contents d'avoir cet abonnement-là. Et puis économiquement, bien sûr, on fait travailler à la fois des énergéticiens, hein, mais aussi tout un tas d'entreprises localement, notamment pour la création des nouveaux projets. Donc, volonté politique de développer ces réseaux, de mailler dans un premier temps, de finir de mailler Limoges. Chose qui a été faite. On a lancé 2 projets de DSP, un sur le centre-ville de Limoges et un sur un quartier qu'on appelle le Sablard, qui est plutôt le quartier sud. Pour le coup, on était raccordé sur le nord, mais plutôt le quartier sud de Limoges. Donc, ces 2 DSP ces 2 projets de DSP ont été lancés printemps dernier. Et après moult auditions, Engie a été effectivement choisi pour être le délégataire à venir, sachant que sur les 2 autres gros réseaux qui n'en font plus qu'un, c'est Dalkia qui est délégataire. Donc on va avoir effectivement un territoire de la ville de Limoges, je parle bien que de la ville pour le coup, qui va être réparti entre Engie et Dalkia. On est à peu près sur le même nombre de kilomètres et sur le même nombre d'équivalents logements, donc ça fait moitié-moitié. Donc pour les nouveaux réseaux, on a un projet. Donc le premier, c'est Centre-ville de Limoges. On est sur 23 km de réseau avec 6 000 équivalents logements. La difficulté de ce réseau-là, c'est qu'on a un centre-ville qui est une chance pour nous, puisqu'il est très, on va dire, très riche dans son sous-sol, donc avec de gros risques à prendre sur les fouilles archéologiques notamment. Mais voilà, là, je sais que Engie nous avait bien on va dire rassurés. Ils avaient fait passer tout ce qui était géoradar, puisque nous, ce qu'on ne voulait pas, effectivement, en tant qu'élu, c'est que les projets, voilà, qu'on creuse, qu'on fasse un trou, qu'on trouve quelque chose et qu'on s'arrête. En plein centre-ville, vous vous doutez bien que ça peut créer des difficultés. Donc, on a effectivement, grâce à ce passage du géoradar, pu trouver les points bloquants avec la DRAC, les points rouges, et donc prévoir aussi une multiplicité des équipes qui permet d'avancer sur le projet de réseau, même si à quelques endroits, il va bien falloir que l'on fouille. Donc, ce premier réseau centre-ville va être relié à l'unité de valorisation énergétique, UVE, qui va aussi s'agrandir chez nous, puisqu'au-delà de ça, on a un nouveau projet d'incinérateur. Donc, on sera sur Là, il va être raccordé à l'ancien incinérateur jusqu'à ce que la nouvelle unité sorte, mais on sera un ou 2 ans près, voilà, dans les bons calendriers. Donc ça, c'est le projet centre-ville. Et puis, on a un projet, donc quartier sud de Limoges, où là, on va desservir à la fois des logements, mais aussi des industriels, le siège de Legrand, un hôpital, une clinique. On va aller un petit peu plus sur une diversité en termes d'acteurs et sur un format différent, puisque on est sur un projet de récupération de chaleur fatale avec une récupération des calories qui sortent de la steppe, puisqu'actuellement, on avait un rejet des eaux de la steppe en Vienne autour de 15-18 degrés. Effectivement, on va venir capter ces calories-là pour réchauffer euh, l'eau du réseau avec des pompes à chaleur et faire la pointe avec de la biomasse. Donc, on va rejeter de l'eau moins chaude dans la rivière, dans la Vienne, donc ce qui sera mieux pour le milieu notamment. Et puis, on va récupérer ces calories qui seraient perdues pour préchauffer effectivement notre réseau. Donc, deuxième
deuxième projet, voilà, qui est pas sur l'UVE, mais qui est sur un projet, voilà, ça a été très très sympathique à monter, ça n'était pas forcément facile de répondre, donc bravo NJ encore une fois, parce que c'était une copie un peu compliquée, mais voilà, très intéressant. Donc avec une récupération de chaleur fatale couplée à une biomasse. Et donc là, on est sur les deux DSP donc, ont été attribués en conseil communautaire. On va partir sur l'année de commercialisation. Et puis, on va dire une livraison des travaux bientôt. Enfin, bientôt, ouais, on va partir sur des calendriers, effectivement. L'engagement est pris, donc il faudra bien le faire. Voilà, 2026, 2027. Alors, on sera en pleine année électorale aussi. Ça a été Oui. politiquement un choix fort, puisque effectivement, on s'inscrit dans un calendrier qui peut paraître compliqué, mais voilà, je tiens à dire que le soutien du maire de Limoges a été entier et complet sur ces projets-là, parce que c'est pas facile d'ouvrir sa ville pendant quelques années, voilà, un peu partout. Et donc, on aura maillé toute la ville de Limoges, globalement. Et donc, après, l'étape d'après, c'est de couvrir les premières couronnes, les villes de première couronne. Donc, on a fait des études de faisabilité pour 4 communes, des communes qui sont entre 5 000 et 10 000 habitants, sur lesquelles, effectivement, on partirait sur des petits réseaux de chaleur urbains, donc pas techniques, hein, parce qu'il y aurait de la revente de chaleur, donc sur de la biomasse. Et on va lancer un marché global de performance, donc un MPGP, pour trouver effectivement là aussi ben, quelqu'un qui voudra bien nous suivre pour porter ces petits réseaux de chaleur. On avait fait un sourcing au préalable auquel effectivement quelques énergéticiens avaient répondu et qui nous avait permis de choisir aussi cette formule-là pour porter ces petits réseaux de chaleur urbain, puisque c'est notre compétence et on veut développer ces modèles-là. Donc l'étape d'après, c'est première couronne en biomasse et on espère que on va pouvoir lancer le marché en 2024. Donc voilà. Merci pour ce témoignage. On va prendre un temps de questions-réponses, donc vous pouvez lever la main ou poser votre question par écrit. Euh, En attendant, je vais poser la première question. Monsieur le Président, vous avez parlé d'un choix de recourir à la DSP. Qu'est-ce qui a motivé ce choix particulier? Est-ce que vous avez étudié également les possibilités d'économie mixte ou quels ont été les Alors, critères? alors 2008, c'était pas moi qui étais aux commandes. À l'époque, quand ça a été décidé, je pense que c'était dans l'optique de pouvoir être accompagné justement par une entreprise qui connaissait le sujet, en l'occurrence Dalkia, sur un sujet difficile, technique, et donc où on avait besoin de pouvoir être accompagné et accompagné, j'allais dire, au quotidien par, un porteur du réseau. Donc, je pense que ça a été fait comme ça à l'époque. Je peux difficilement vous dire parce que je n'étais pas maire à l'époque. Voilà. Et pour continuer sur ce sujet des montages juridiques, Monsieur Guyard, vous avez cité la CEMOP, la CES-ENR, mais peut-être que les SEM ou les SPL peuvent avoir des formes aussi adaptées. Euh, Quels sont les avantages que vous voyez à ces différentes formes et quels sont un peu les critères de choix là-dessus? Alors, je dirais que, si je puis me donner un avis, hein, avec parfois peut-être pas complètement objectif, puisque je parle de mon expérience et de l'expérience d'un opérateur industriel et d'un exploitant, je pense que si ce sont des réseaux, Madame Rabeteau en parlait, liés à des petites collectivités avec beaucoup de bâtiments publics, peu d'immeubles, souvent, ou de petits immeubles, je pense que lorsque l'enlèvement de la chaleur sera principalement public, la notion de la SEM énergie ou la notion de marché globaux de performance dont la ville ou l'intercommunalité, si c'est elle qui est concernée, reste le maître d'ouvrage
a tout son sens parce que il y a effectivement une démarche à la fois complexe techniquement, mais aujourd'hui accompagnée par de bons bureaux d'études et opérée par de bons industriels. Ça, je pense que l'enjeu en vaut la chandelle. Après, effectivement, lorsqu'on est dans des villes plus denses, avec une multiplicité d'acteurs économiques ou d'acteurs résidentiels, on parlait des copropriétés, on parlait des bailleurs sociaux, privés, publics, on parle d'industriels qui peuvent être aussi à la fois partenaires pour vendre de la chaleur et acheteurs de chaleur. Là, on est dans une logique effectivement à la fois complexe techniquement et complexe commercialement. Et voilà, pour d'autres raisons, j'ai aussi eu une casquette d'élu quand j'étais plus jeune. Je pense que la collectivité n'a pas toujours cette agilité commerciale, c'est pas son rôle. Il faut bien sûr qu'elle soit au contrôle hein, et à la qualité que nous devons nous engager et qu'on soit effectivement très challengé sur ces enjeux-là. Mais toute cette dynamique d'agilité commerciale, d'agilité, de réactivité, effectivement, donne du sens à la concession. Monsieur le Président en parlait. À la CEMOP peut-être, parce que là, on est dans une logique où la volonté politique est clairement affichée. La collectivité, par son maire, par son président, reste impliquée, puisque souvent, c'est lui ou un de ses représentants qui assure la présidence de cette société, mais c'est l'opérateur industriel qui assume la plupart des risques. Euh, et effectivement, le problème de la SEM, c'est qu'on garde ce côté puissance publique, acheteur public, et que lorsqu'il va falloir étendre un réseau, changer dans quelques années le mode de production, ça va générer d'autres difficultés pour relancer les appels d'offres, faire un certain nombre d'adaptations et une négociation, une DSP comme une CEMOP, comme une SAS-ENR, bien sûr, suppose une négociation relativement rapide qui peut nous permettre de réagir et d'agir rapidement. Ce n'est pas toujours le cas avec les SEM sur l'énergie. Encore une fois, je ne parlerai pas d'autres activités des SEM, bien sûr, mais voilà, elle me semble moins adaptée. Donc, les outils existent, mais sans doute, effectivement, en fonction du type d'enlèvement, avec beaucoup de public ou pas beaucoup de public, avec beaucoup d'acteurs potentiels, la DSP, la CEMOP ou la SAS-ENR peut avoir son sens, effectivement, sur l'émergence de nouveaux réseaux de chaleur. Très bien, merci. On va prendre une prise de parole. Jean Révron, vice-président d'Interconnect France en charge des transitions écologiques. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Bonjour. Bonjour Madame la vice-présidente, presque collègue, puisque on a le même statut à Angoulême pour moi, et la même chose à Limoges évidemment, et puis surtout, cher Frédéric. Monsieur Guyard, c'est plutôt pour vous que je réservais la question, en fait. C'était sur Oui. la balance des usages de la chaleur, parce qu'en fait, on est aujourd'hui, et dans la compréhension des choses, amené à dire que les besoins en chaleur vont baisser en liaison avec le réchauffement climatique. On voit bien quand même à côté de ça qu'on va chercher à décarboner l'industrie. Et donc, il y a une piste d'utiliser cette chaleur, soit pour turbiner, mais soit aussi pour utiliser dans des usages industriels. Aujourd'hui, si on doit se lancer dans un réseau de chaleur à l'échelle d'une agglomération, euh, quels sont, à votre point de vue, les facteurs de réussite qui vont combiner toutes ces choses-là, en sachant aussi que dans la construction neuve, on ne va pas avoir à faire face à une demande importante en chaleur, parce que les bâtiments seront de mieux en mieux isolés. Donc, il s'agit à la fois de faire durer des équipements qui sont quand même coûteux. Donc, aujourd'hui, comment se font sur les projets qui naissent la balance entre les différents usages et qu'est-ce qu'il faut retenir dans ces nouveaux projets de ce qui fait l'intérêt d'avoir à la fois une production mixte et surtout des usages mixtes de la chaleur? Alors, je vais tenter de vous répondre, mais là, effectivement, il y a déjà quand même des outils de schéma directeur d'énergie que vous, les collectivités locales, vous pouvez prendre en charge pour analyser les potentiels. Hein. Je parlais des diversités d'énergie renouvelable disponibles sur les différents territoires. Et pour rebondir sur ce que vous dites, et bien évidemment aussi les preneurs potentiels d'énergie. Donc, aujourd'hui, les industriels sont producteurs, donc allez les chercher pour voir ces fameuses énergies de récupération. Et en même temps, ils peuvent être, et là
j'ai quelques cas dans le nord de la France, hein, dont je parlais tout à l'heure, ils peuvent être aussi intéressés par cette chaleur décarbonée dont certains process industriels ont toujours besoin. L'électrification de les process industriels, pour ne pas dire de toute la chaleur, puisque peut-être ça a été le rêve de certains. Objectivement, moi, alors en tant qu'ingénieur, là, je n'y crois pas vraiment. Donc la notion d'énergie qui restera et d'énergie thermique qui restera à utiliser, à la fois dans les bâtiments résidentiels, dans certains bâtiments publics et bien sûr chez les industriels, restera d'un niveau suffisant. Et pour vous donner un exemple concret, on a aujourd'hui des aménageurs privés, hein, même si les temps sont durs pour les aménagements, bien sûr, mais qui viennent, qui nous sollicitent pour qu'on regarde ensemble des mini-réseaux pour des écoquartiers, alors même que ce sont des bâtiments relativement neufs, pour ne pas dire à venir, et malgré leur faible consommation énergétique, on aura toujours le problème de l'eau chaude sanitaire, on aura toujours voilà, un minimum d'énergie nécessaire, eh bien, on regarde quelles sont les sources, notamment avec la géothermie d'ailleurs, notamment avec le solaire thermique, pour continuer d'avoir cette concentration de production de façon efficace, qu'elle soit rentable économiquement. Malheureusement, on reste des opérateurs industriels, mais qu'elle soit aussi, bien sûr, efficace, suffisante et qu'elle réponde aux enjeux de décarbonation du territoire. Donc, je ne vais pas pouvoir vous faire une réponse, peut-être un peu une réponse de Normand, hein, sans venir sur les plates-bandes de Monsieur Léveillé, mais il n'y a pas de solution miracle, mais je pense que le réseau de chaleur doit être de toute façon analysé partout. D'ailleurs, c'est une obligation que l'ADEME nous donne tous pour voir s'il a un intérêt ou pas. Je ne serai pas objectif de façon systématique en disant qu'il l'est à chaque fois, et en tout cas, il faut regarder, et quand je dis ça, effectivement, bien s'ouvrir à 360 degrés sur les preneurs potentiels de cette chaleur qui resterait effectivement avec des énergies renouvelables. Cela vous satisfait, Monsieur Rivero? Alors, je sais pas si Oriane, s'il y a d'autres questions, mais l'autre, il y a une question similaire, même si c'est plutôt une deuxième question, c'est sur ces réseaux de chaleur et de froid, puisqu'effectivement, la sensibilité à cette notion est un peu inversée avec cette idée du réchauffement climatique. Aujourd'hui, en la matière, on a quels exemples significatifs pour dire que ça peut tenir, et surtout, ça va fournir ce confort cette qualité de vie qui est attendue dans un certain nombre de quartiers où on peut, encore une fois, faire ces travaux de réseau. Et là aussi, on ne peut pas se lancer, j'imagine, uniquement sur des réseaux de froid, mais sans doute mixer les deux. Et puis, j'avais une question vraiment qui était un peu complémentaire, c'est qu'en fait, produire de la chaleur dans le tout un chacun, et je vois les discussions locales qui peuvent avoir lieu quand on fait un plan climat, c'est de dire, ouais, mais l'été, ça ne sert à rien, puisqu'on n'a pas de chaleur à donner, on n'a pas de chaleur à distribuer. Donc, c'est quoi l'équilibre du visuel, encore une fois, sur cette question-là, mais aussi dans cette question aussi sur le fond. Alors, c'est une bonne question, hein, effectivement. Je disais que je parlais, Monsieur le Président en parlait tout à l'heure, il y a des équipements qui demandent de la chaleur toute l'année, notamment les piscines, pour prendre un exemple concret, hein, ou dans les hôtels aujourd'hui, avec la production d'eau chaude sanitaire qui nous interpelle. Il y a parfois même des campings qui demandent à se raccorder. Mais pour vous répondre dans cet subtil équilibre entre le chaud et le froid, les exemples que j'ai en tête sont des exemples très urbains, hein, bien sûr, dans les grandes collectivités, les métropoles. Aujourd'hui, bien sûr, Paris est un bon exemple. On a, au-delà de Fraîcheur de Paris et de la CPCU, qui sont voilà, ces réseaux énormes de Paris intramuros, on a Levallois-Perret à Saint-Denis, demain peut-être à Saint-Ouen, Massy dans le sud, beaucoup de demandes à Vélizy, dont je parlais pour la géothermie. Il y a des demandes aujourd'hui parce que les opérateurs tertiaires, parce que un Thales, un Renault dans d'autres endroits, nous tapent à la porte pour à la fois, bien sûr, la chaleur de leur bâtiment tertiaire, mais également le rafraîchissement d'été ou de demi-saison. Et là, nous demandent de trouver des solutions décarbonées, efficaces. Et les réseaux de froid, ben, il y en a, donc je parlais de cela parce que on les opère, on espère les opérer demain. Il y a bien sûr les exemples de thalassothermie dont je parlais à Marseille et à Cannes demain. On a gagné donc juste avant l'été avec la communauté Cannes Pays de Lérins, le rafraîchissement de la Croisette, pour celles et ceux qui ont eu la chance d'aller à Cannes. Donc tous ces hôtels, hein, ces palaces, effectivement, bah, ils avaient leur propre groupe frigorifique. Et là,
Monsieur Lisnard, que vous connaissez tous, a décidé effectivement de verdir ce rafraîchissement de ses palaces et de son centre des congrès. Et donc, une thalassothermie permet de le faire. Donc, aujourd'hui, les exemples, c'est vraiment dans les métropoles, mais petit à petit, le besoin émergent et sur la base de technologies qu'on essaye nous aussi de développer, il y a de la recherche et développement encore dans ce domaine, y compris chez nous. Je pense que ça pourra, notamment grâce à la géothermie, notamment grâce à la production de froid à partir de chaud, être intéressant sur certains territoires. Je ne sais pas si, Oriane, si j'ai le droit à une troisième question. Je vais peut-être alterner avec une question qui a été posée à l'écrit. Quel montage préconisez-vous pour développer un réseau de chaleur au sein d'une petite commune rurale? Comme ça, on aura aussi un regard un peu plus rural. Et Jean, on prendra une dernière question de votre part ensuite. Alors, je ne sais pas si Monsieur Léveillé veut répondre ou moi encore une fois, je pense que et il y a quelques exemples d'ailleurs. Monsieur Révéro le connaît, notre ami Amorce, le vice-président d'Amorce, qui a sa petite commune, qui a fait un réseau local. J'oublie le nom tout de suite de sa ville, mais en Bourgogne-Franche-Comté. Sans doute que voilà l'analyse des besoins dans une petite ville ou une petite communauté rurale. S'il y a une école, une mairie, une salle des fêtes, bah déjà ces trois bâtiments qui sont quand même à l'aune, bien sûr, d'un village consommateur non négligeable, ça vaut le coup de regarder. Et là, en termes opérationnels, ça sera plutôt, pour reprendre ce que disait Madame Rabeteau, un MPGP qui pourrait être lancé, voire un marché classique, traditionnel en lot à mop, hein, si les choses sont simples à générer, qu'on part sur une petite chaufferie biomasse. Voilà, je pense que la concession là serait moins appropriée parce qu'il y a quand même des enjeux de financement qui sont complexes et qui pourraient entraîner un prix de sortie de la chaleur un peu élevé. Donc, je pense qu'il faut d'abord effectivement prospecter, mais voilà, j'ai pas une très grande expérience pour ces tout petits réseaux. Peut-être que Madame Rabeteau ou Monsieur Léveillé, voire Monsieur Révéro, qui en connaît quelques-uns, peuvent compléter la réponse. Sur les petites communes, il y a plusieurs opportunités possibles, hein. Une peut être d'être aussi rattachée à une SEM du territoire d'énergie départemental, hein, par exemple. Ça peut permettre d'avoir un bon soutien quand ils sont efficaces, hein, c'est pas toujours le cas, mais quand ils sont efficaces, ça peut valoir le coup et ça peut donner une bonne logique de protection, je dirais, pour la commune, parce que c'est des fois un peu inquiétant. Après, on peut très bien imaginer aussi une petite DSP, mais quand on est vraiment sur un petit territoire, je pense que c'est quand même plus facile de se rattacher à une SEM d'un territoire d'énergie. Ça me semble être le plus accessible, au moins pour un petit territoire. Et j'en profite pour l'exemple me vient en tête. On a gagné l'exploitation d'un réseau à Limours dans l'Aude et pour rebondir sur ce que vous dites, Monsieur le Président, c'est le SIADEN, donc qui est le syndicat d'énergie de l'Aude, qui a été le maître d'ouvrage délégué de cette opération. Tout à fait. Madame Rameto, vous souhaitiez compléter? Oui, c'était pour dire qu'il fallait faire effectivement attention au départ. En fait, soit c'est un réseau technique où on va revendre de chaleur, on va alimenter ses propres bâtiments, auquel cas on peut être maître d'ouvrage ou s'accorder une SEM, soit effectivement à partir du moment où on va revendre de la chaleur, par exemple s'il y a même juste un collectif de logements sociaux ou un EHPAD ou voilà, un organisme qui va être dans le périmètre du réseau et qui va être un autre abonné potentiel, à ce moment-là, on pourra aller chercher effectivement un énergéticien ou un délégataire. Donc, il faut faire attention à la différence entre le réseau de chaleur technique et le réseau de chaleur avec de la revente. Merci. Monsieur Réraud, vous avez une autre question ou une réaction? Ce sera ma dernière question, mais elle s'adresse bien à Mme Rabideau qu'à Frédéric. Je remercie d'ailleurs d'accueillir les membres de la commission transition écologique début décembre. J'espère que Oriane vous allez nous en reparler avant la fin. La question à tous les deux, c'est comment vous communiquez autour de ce bilan carbone positif à travers l'usage de la biomasse dans les réseaux de chaleur. Parce que finalement, c'était pas la mode il y a 10 ans. On produisait d'abord de la chaleur, on ne s'inquiétait pas forcément de la substitution aux fossiles. Et aujourd'hui, c'est presque un engagement minimum politique dans les territoires que de faire cette conversion. Donc voilà, comment vous y prenez? Est-ce que vous le faites apparaître dans vos budgets verts, dans votre communication institutionnelle? Alors,
Allez-y, alors, le temps qu'on nous commencez, n'hésitez pas. Oui, alors nous, du coup, c'est devenu vraiment, effectivement, dans les éléments de langage, en tout cas, un portage politique fort, que ce soit par exemple, dans le document mi-mandat ou dans les projets à venir, parce qu'on a vraiment un accès de notre projet de territoire qui est sur la durabilité. Donc, on a deux volets, en fait, un volet économique et un volet sur la durabilité. Et politiquement, c'est fortement porté. Donc, bien sûr, on a les médias qui relayent énormément. On a la volonté, donc là, on travaille à la création, ce que je disais en préambule, d'une marque réseau de chaleur spécifique pour les réseaux du territoire de la communauté urbaine. Donc, on va décliner un logo, une identité visuelle et puis effectivement un travail autour de ça, puisque on va en développer un nombre certain par rapport au nombre d'habitants. On va être quand même un territoire qui va être énormément desservi par les réseaux, notamment en comparaison de territoires plus urbains ou que je pense à Paris notamment, mais on va quand même être très bien desservi. Donc on va travailler sur cette marque-là. Après, dès qu'on le peut, on vient à témoigner. Voilà, alors aujourd'hui avec vous et j'en suis ravie. Et demain au congrès d'Amorce. Voilà, chaque année on va au congrès d'Amorce, on parle de nos travail sur nos réseaux. Et puis je vous dis, voilà, dans le bulletin métropolitain, dès qu'on peut, on communique. Vraiment, le travail de fond sur la communication, c'est la sortie de cette marque réseau de chaleur urbain Limoges Métropole. En ce qui nous concerne, donc, bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais le réseau est plus ancien puisque c'était déjà en 2008. À l'époque, évidemment, on n'était pas dans les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Ce qui nous permettait de communiquer, y compris auprès de la population, c'était aussi le coût. Je l'ai évoqué, hein, puisque à partir de 2008, entre 2008 et 2009, les coûts en particulier les logements sociaux, et pour les autres aussi, hein, mais on réduit de 17%, ce qui évidemment a été assez bien apprécié par la population, bien entendu. Et depuis, on continue à l'étendre. Alors, on l'étend plutôt par réseau et par morceau, hein, c'est vrai, quand on a raccordé l'hôpital, évidemment, on en a parlé, mais peut-être un peu moins finalement que on aurait pu par rapport à ta question, Jean, sur le fait de dire que ça avait aussi un impact environnemental. Alors, nous, on l'intègre dans un tout, puisqu'on a un mix assez large, de mix énergétique assez large et une production énergétique assez large. Donc, on l'intègre finalement dans un tout. Donc, on le fait peut-être moins apparaître que dans d'autres territoires, parce qu'il s'intègre dans une globalité et qu'il est, entre guillemets, plus ancien pour nous que d'autres sujets, celui sur lequel je vais revenir tout à l'heure d'ailleurs, qui est plus nouveau, novateur, et qui va aussi être intégré dans une réflexion globale, y compris avec les entreprises. Là, on était plutôt sur bâtiments publics, logements, vraiment intégration dans la ville. On l'est toujours avec d'autres types de bâtiments sur l'intercommunalité, sur des espaces un peu ciblés, un peu précis. Donc, bien entendu, on l'évoque, mais communicationnellement, peut-être moins finalement que d'autres sujets qu'on a dans notre mix énergétique parce que c'est un peu plus ancien. Merci pour vos réponses. Je vous propose de continuer avec vous, Monsieur le Président, sur le deuxième retour d'expérience qui est sur la récupération de chaleur fatale. Je vais partager le support. Voilà, donc c'est la deuxième partie, je dirais, de l'utilisation de chaleur qu'on a sur le territoire et sur lequel on travaille, en particulier autour, alors peut-être, Oriane, passer la slide suivante, c'est-à-dire un sujet qui est un projet d'écosystème, hein. On a été retenu par l'ADEME sur un projet cooptère, ça nous a fait partir sur cette stratégie sur le territoire. Alors, bien expliquer qu'on a des entreprises qui aujourd'hui produisent de la chaleur. On a deux types d'entreprises. Celle que vous voyez notée là, qui est marquée New Code, c'est une entreprise qui produit du froid, puisque je vais dire ça comme ça parce que c'est plus simple, mais c'est un grand frigo à moins 23 degrés où on entrepose des palettes de produits réfrigérés.
avec l'objectif de pouvoir assurer une logistique sur le Grand Ouest et davantage. Cette entreprise, d'ailleurs, va s'agrandir. C'est important pour nous parce qu'aujourd'hui, ils ont une production de chaleur fatale qui, pour l'instant, est perdue. Elle va dans l'air. Hein, et donc, notre objectif, et en accord avec eux, est de pouvoir travailler sur une récupération de cette chaleur et de voir comment on peut la valoriser. Alors, pour la valoriser, et c'est le cas sur ce lieu, alors il faut appuyer plusieurs fois, Oriane, parce qu'il y a plein de flèches qui vont apparaître. Voilà, vous y aller plusieurs fois. L'idée est que vous voyez sur la gauche, il y a une flèche rouge entre l'entreprise Nucol et puis en dessous, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est une méthanisation, une unité de méthanisation. Et l'unité de méthanisation, elle a besoin de chaleur. Et donc, on pourrait imaginer demain, et c'est un peu un travail qui est en train d'être structuré, qu'une part de la chaleur de l'entreprise aille sur l'unité de la méthanisation. Ils sont situés environ à 250 mètres. Voilà, donc ils ne sont pas très éloignés, donc c'est assez simple de pouvoir assurer ça. Sachant que si je prends l'effet inverse, alors qui n'est pas inscrit ici, mais sur lequel ils réfléchissent aussi, comme on est dans une unité de froid, on a beaucoup d'électricité qui est utilisée et que au lieu d'utiliser de l'électricité, ils pourraient utiliser du gaz et du biogaz produit par la méthanisation pour fabriquer de l'électricité. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer de structurer une stratégie gagnant-gagnant, c'est-à-dire en gros, je te revends ma chaleur, tu me vends ton gaz. Et donc, l'idée est de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut réussir à assurer sur un territoire une utilisation de chaleur fatale qui va permettre de pouvoir irriguer une production qui est une production locale et qui rentre aussi dans notre mix énergétique, puisque vraisemblablement en 2028, on sera à 100% de production de notre biogaz local, avec la méthanisation en injection. Hein, puisqu'aujourd'hui, on a un rebours, etc. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet du jour. Vous pouvez passer peut-être la slide suivante pour que ce soit peut-être un peu plus lisible encore, Oriane. Hop, encore plus loin, allons-y. Voilà. Donc voilà, l'entreprise qui va s'agrandir en plus, donc qui va avoir un surplus de chaleur supérieur parce qu'elle va quasi doubler sur 2025-2026. Puisqu'il recrée une unité supplémentaire à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, ils s'agrandissent. Ils sont aussi sur une stratégie avec du photovoltaïque et le reste. Et donc, ils rentrent aussi dans une autre logique avec nous sur de l'autoconsommation collective. Mais là, on a vraiment une utilisation de cette chaleur qui est une utilisation valorisable. Alors, sur la slide suivante, on le voit avec le montage du projet tel qu'il est envisagé. Hein, on travaille évidemment avec l'ADEME puisqu'on a été retenu sur le projet Coopter. Et vous voyez un peu le mécanisme, hein, c'est-à-dire qu'on a à la fois de la vente de chaleur, on peut retrouver évidemment l'utilisation des CE qui sont identifiés, et puis on travaille derrière avec des entreprises qui elles-mêmes peuvent favoriser le développement local en utilisant cette chaleur fatale. Alors ça, c'est le premier exemple. Sur le second, je n'ai pas de slide à vous donner, mais je pense, alors juste un point peut-être, hein, le dernier, parce que c'est le point de ratio. Je ne sais pas si vous pouvez le passer, Oriane. Voilà, vous avez l'idée hein, à la fois des investissements, des subventions existantes, du bilan annuel d'exploitation de Nucol, etc., etc. Voilà, donc on a un principe d'un business plan hein, qui est adopté par Nucol sur ce sujet-là. Et je voulais évoquer un peu plus loin, au-delà de Nucol, donc qui fait du froid, un autre type d'entreprise que nous avons sur le territoire, qui est une entreprise qui travaille avec des pyrolyseurs et qui donc, elle aussi, dégage de la chaleur fatale de manière assez conséquente. C'est une entreprise qui s'appelle Silva Fertilis, qui en fait produit du biochar à partir de pelés, hein, de pelés de bois, et donc qui produit de la chaleur importante. Et là, on est sur une stratégie, là encore, où on va essayer de structurer dans un endroit où notre réseau de chaleur à nous n'arrive pas, parce qu'on a un petit sujet à Argentan, c'est qu'Argentan est traversé par l'Orne. Oui. Que donc, on ne traverse pas comme ça et on ne passe pas en dessous comme ça, comme qui rigole. Et donc, dans cette partie où est implantée aujourd'hui l'entreprise Silva Fertilis, on n'a pas d'accès du réseau de chaleur. Et là, on peut imaginer, on structure
une autre logique où la chaleur fatale de Sylva Fertilis va abonder des entreprises en proximité et voir peut-être, pourquoi pas, si c'était une réflexion plus globale, essayer d'avoir un deuxième réseau de chaleur, alors plus modeste, mais qui pourrait être alimenté pour une part, en tout cas assez conséquente, par cette chaleur fatale qui est produite et qui en plus sera produite du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire qu'on est dans une production qui n'est pas, contrairement à un réseau de chaleur bois où on a une diminution sur la période estivale, là on va être sur l'année complète. Et donc, on voit bien, il faut optimiser ce dont on peut bénéficier sur le territoire en fonction des types d'entreprises que l'on a. On fait du froid ou on fait du chaud, et donc récupérer cette chaleur fatale pour qu'elle puisse irriguer aussi à la fois d'autres entreprises et pourquoi pas d'autres types de réseaux de chaleur. On avait imaginé si la Fertilis avait bougé sa localisation, ce qui était prévu à un moment, puis finalement ils restent là où ils sont et ils s'agrandissent, irriguer et rentrer leur chaleur fatale, puisqu'on était à un peu plus de 70 degrés, hein, c'est ça, Oui. un peu plus de 70 degrés, pour qu'on le rentre dans notre réseau de chaleur à nous, de réseau de chaleur urbain, ce qui nous aurait permis de diminuer notre consommation de gaz. Parce que même si c'est du biogaz, c'est même du gaz. Donc, on aurait pu aussi techniquement réussir à faire que on rentre cette chaleur fatale dans notre réseau de chaleur urbain. Voilà, ce ne sera pas le cas parce qu'ils sont localisés différemment finalement, mais en tout cas, ils vont réutiliser cette chaleur fatale et on va pouvoir avoir deux approches qui sont deux approches, j'allais dire, presque inversées, une qui fait du froid, une qui fait du chaud, mais dans les deux cas, elles ont de la chaleur fatale à utiliser et on va la valoriser sur le territoire avec des entreprises locales. Voilà, j'ai essayé là aussi d'être synthétique, je ne sais pas si vous avez des points ou des questions que vous voulez évoquer. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a des questions ou réactions, commentaires? Oui. Oui, je rebondis sur la présentation excellente que vient de faire M. Léveillé, parce que effectivement, on se rend compte que au titre de cet aménagement local, quelque part, le fait de redonner du sens à un destin commun des acteurs industriels, qui n'était pas une réalité dans les aménagements des zones d'activité ou des zones industrielles que la plupart de nos territoires connaissent, aujourd'hui retrouve vraiment de l'intérêt, quoi. Et donc, l'analyse qui a été faite, là, que vous avez présentée, nous, on commence, moi je travaille beaucoup avec mes collègues de l'industrie, hein, puisque aujourd'hui, grâce aux efforts de l'État, mais aussi à la volonté, j'allais dire, de stratégie industrielle tous les pôles d'activité, hein, et toutes les secteurs d'activité, si j'ose dire, eh bien, on nous sollicite pour décarboner. Et là, ces enjeux de mutualisation, ces enjeux d'échange d'énergie de l'un, déchets de l'autre et autres, voilà, mélange, retrouvent tout son sens. Et je reste persuadé là aussi que c'est bien la collectivité qui doit être quelque part chef d'orchestre de ces démarches-là, parce que les industriels se connaissent, mais souvent, s'ils ne sont pas dans le même secteur ou ils ont peur les uns des autres, enfin, c'est souvent un peu compliqué. Donc, ça peut être une excellente façon de dynamiser l'émergence de nouveaux réseaux. Bien. S'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, on va pouvoir conclure juste pour vous indiquer les prochaines dates. Euh, le sujet de l'énergie, forcément, nous mobilise beaucoup ces temps-ci. Nous avons mis en ligne, il y a quelques semaines, une boîte à outils sur la planification des énergies renouvelables, notamment dans le contexte d'identification des zones d'accélération des énergies renouvelables qui concernent très probablement la plupart d'entre vous. Vous allez pouvoir donc, la consulter en ligne. Également, en termes de prochaines dates, ce mercredi, nous avons un webinaire en partenariat avec l'Office français de la biodiversité qui permettra de vous présenter les outils, les actions que porte l'Office français de la biodiversité pour les intercommunalités. Le 5 décembre, et M. Réveraud l'a évoqué, nous nous retrouvons à Argentan le matin pour une rencontre régionale qui sera sur la thématique de l'énergie. Donc, c'est une rencontre régionale à destination prioritairement des adhérents normands, mais nous acceptons d'élargir un petit peu, bien sûr, au territoire voisin.
Et nous lançons à partir de janvier un nouveau format d'échange. Ce sera un cycle de webinaires avec des chercheurs. Et les premiers webinaires porteront sur la thématique de l'énergie. Nous échangerons début janvier avec Andreas Rödinger sur la crise des prix de l'énergie et la réforme du marché européen. Fin janvier sur la sociologie de la rénovation énergétique des bâtiments publics et qu'est-ce qui motive, quels sont les critères de décision, comment choisit-on les bâtiments publics à rénover. Ce sera un échange avec Viviane Hamon et ensuite on poursuivra les mois suivants sur d'autres thématiques en lien avec l'énergie et la pédagogie. Vous pouvez retrouver les replays et les supports donc sur notre chaîne YouTube et également sur notre site Internet. Un grand merci à tous nos intervenants. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous Merci. salue parce que je dois filer prendre un train, mais merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.